Bonjour à tous, c'est Alex, Atelier Bicole sur Instagram, je te mets ça ici. Aujourd'hui une vidéo sur la sortie d'hivernage de mes deux vieilleries. Je t'ai fait un petit récap des bonnes pratiques pour l'hivernage, des bons conseils, des bonnes astuces. Et tu vas voir que j'ai pas tout bien appliqué comme il faut. J'ai écumé tout internet, les blogs, les vidéos, les articles, pour te faire une liste exhaustive des bons conseils et bonnes astuces pour l'hivernage et pour la sortie d'hivernage. L'hivernage ça concerne pas tout le monde, mais moi perso je roule que quand il fait beau, sinon ça m'intéresse très peu. Et quand il commence à faire pas beau en Normandie, c'est-à-dire mi-septembre, début octobre à peu près. Au moment où tu stockes ta moto ou ta voiture, l'idéal c'est de mettre en place plusieurs petites choses pour que quand tu la redémarres, ça se passe plutôt bien. Les conseils de base, c'est pas très compliqué, c'est la stocker dans un endroit sec, à la verticale, et si possible, protéger des intempéries. À part l'humidité, je commence à avoir un lieu à peu près correct pour stocker un véhicule. Le deuxième conseil que j'ai beaucoup lu, c'est le surgonflage des pneus pour l'hivernage. Alors là, ça va de tu le surgonfles à 0,5 bar de plus jusqu'à tu mets 4 barres dedans carrément. Je suis pas trop partisan du 4 barres dans les pneus, d'autant que sur une moto avec une béquille centrale, de toute façon, les pneus touchent pas réellement le sol. Il n'y a pas l'entièreté du poids qui est sur la moto, donc pour moi, 0,5 c'est largement suffisant. Et sur un véhicule comme ça qui touche le sol avec ses 4 pneus, bon, ok, on peut peut-être surgonfler un petit peu. Moi perso, un bar de plus, je trouve que c'est déjà largement suffisant. L'idée de surgonfler les pneus pendant l'hivernage, c'est de protéger toute la déformation des pneus, de façon latérale sur le flanc du pneu, d'éviter les hernies, d'éviter les déchirures et d'éviter que le pneu prenne un faux plat, même si un faux plat c'est au freinage, prenne une déformation. L'idéal étant de déplacer le véhicule régulièrement, une fois par mois, histoire que ton pneu ne repose pas toujours au même endroit et que donc tu répartisses la déformation éventuelle. Tu peux aussi mettre une bâche sur ta moto une fois que tu as réalisé toutes les étapes. Alors attention en termes de bâche, que ce soit quelque chose qui respire. Certains mettent juste un drap ou un coton ou des bâches spécifiques respirantes. Fais ton choix. La plupart des conseils, c'est nettoyer, 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 nettoyer. Ouais. Je suis partisan de la poussière, ça protège, tu vois. Après, dans les conseils, on te propose de protéger les cuirs, les plastiques et les chromes. Et de nettoyer tout ça avec un produit spécifique pour chaque matière. Franchement, flemme. De toute façon, quand je vais sortir d'hivernage, ça va être le même problème. Ça va être rempli de poussière. Je me suis fait la petite liste exhaustive, alors là tu as lubrifier le câble d'embrayage. Bon, je vais le faire là en sortie d'hivernage. Nettoyage, graissage et tension de chaîne. Moi j'ai acheté une moto avec un cardan. Beaucoup moins de problèmes. Lubrifier les joints spi de fourche. Ça peut expliquer pourquoi mes joints spi doivent être complètement secs et ça fuit dans tous les sens, surtout l'huile de fourche sur le disque de frein directement. Huile et freinage, ça matche pas. Joint de roulement de roue et axe des différentes pédales, repose-pied, sélecteur, etc. Bon, on va faire un test, je les lubrifierai aussi là en sortie d'hivernage, mais idéalement c'est vrai que le faire avant, après, c'est pas déconnant, surtout qu'on sait que la lubrification, comme les couches d'huile, etc., ça protège toujours de la rouille, et dans un espace humide comme le mien, c'est pas déconnant de le faire avant. Il y en a qui vont très loin et qui te conseillent même de démonter les bougies, de nettoyer les bougies, de les enduire d'une huile protectrice, et de mettre des chiffons dans les trous de bougies. Faites-le si vous avez envie. En parlant de chiffon dans les trous, j'ai trouvé plusieurs fois le conseil boucher son silencieux ou son échappement avec un chiffon pour éviter que l'humidité rentre à l'intérieur et fasse des dégâts, notamment en termes de rouille. J'avoue que ça c'est une astuce qui... Je pense que je la mettrai en pratique l'année prochaine. Toujours pour parler de chiffon dans des trous, certains proposent de démonter le filtre à air et de boucher l'arrivée d'air avec un chiffon. Toujours cette question d'humidité à l'intérieur du circuit. Peut-être que ça limite, peut-être que c'est intéressant sur certains modèles. Moi perso, j'ai pas fait ça. Là on arrive sur le conseil réservoir vide ou réservoir plein. Il y a deux écoles là-dessus. Le réservoir vide, apparemment, c'est pour éviter d'avoir une altération du carburant pendant l'hivernage. Je comprends le concept. Il paraît aussi que pour les moteurs à injection, c'est mieux. Ça évite d'avoir des dépôts qui se mettent au fond du réservoir et du coup qui rentrent directement au moment de la carburation et qui pourraient te boucher tes injecteurs. Je comprends le concept. Moi perso, j'ai opté pour une moto à carburation parce que je trouve ça plus simple à entretenir. Alors, ça marche plus ou moins bien, hein. C'est moins performant, c'est moins optimisé, mais je trouve ça plus sympa d'avoir un carburateur. Et clairement pour un véhicule à carburateur, tout le monde s'accorde à dire, la majorité s'accorde à dire, réservoir plein, c'est quand même plus intelligent, ça évite l'assèchement des joints. Et j'en ai fait les frais, parce que cette moto n'était pas stockée dans un garage à la base, elle était stockée sous une véranda. Véranda en plein hiver, chaud-froid. Une idée de merde. Au moment où je l'ai redémarré, elle a commencé à cracher de l'essence par le filtre à air et c'était clairement un problème de carburateur. Moi je reste sur le principe de réservoir plein, d'autant qu'un réservoir plein ça évite d'avoir de l'oxygène à l'intérieur du réservoir et donc potentiellement un réservoir qui va rouiller. Si tu le remplis bien à ras-bord, finalement la zone d'air elle est assez faible donc il y a très peu d'altération. Ça reste un stockage de carburant pendant 6 mois.
Pas non plus pendant 3-4 ans, là où effectivement changer l'essence, à mon avis, c'est plus intelligent. Par contre, il y a un conseil que j'approuve à 100%, et je pense que tous ceux qui ont des véhicules anciens ou des véhicules qui hivernent seront d'accord avec moi, c'est la batterie. La batterie, c'est quand même l'élément le plus sensible de tous les véhicules anciens. Si tu la laisses brancher sur ton véhicule, t'as 90% de chances de retrouver ton véhicule à plat au moment où tu veux le démarrer. Donc l'idéal, c'est quand même de la démonter et de la mettre à charger. Il y en a qui te vendent des petits adaptateurs spécifiques où tu peux brancher plus facilement avec un système plug and play. Tu as juste une prise à brancher et tu mets ça sur un chargeur Optimate, un chargeur qui est intelligent et qui va recharger ta batterie à partir du moment où elle se décharge. Ou alors tu démontes ta batterie et puis tu l'installes sur le côté. Par contre, pour les véhicules avec un peu d'électronique dedans, si tu démontes ta batterie pendant 6 mois, ça va pas être très bon pour l'électronique, voire même fatal pour l'électronique. Donc sur un vieux modèle comme ça à carburation, où il n'y a même pas d'injection, où il y a vraiment très peu d'électronique, voire pas du tout, ou alors sur ce véhicule où il n'y a absolument pas d'électronique, clairement démonter la batterie c'est une bonne idée, et la mettre en charge c'est une bonne idée. Perso la 4L ça fait 8 ans que je me balade avec, la seule chose que je fais c'est débrancher le plus sur la batterie, et puis ça se passe très bien. D'ailleurs j'ai toujours la clé de 10 sur le tableau de bord de la voiture. Concernant les fluides, notamment l'huile moteur, là aussi 2 écoles, soit tu fais ta vidange en début d'hivernage, histoire que ton huile soit propre. Paraîtrait-il que l'huile usagée aurait tendance à devenir acide et donc attaquer les parties moteurs. Bon, t'es une japonaise, c'est fiable, on va se dire ça. Et l'autre école, c'est celle à laquelle j'appartiens, c'est plutôt faire ta vidange sortie d'hivernage, histoire de rouler avec une huile propre directement. Après je suis pas mécano, donc clairement, moi je vous dis ce que je lis sur internet, et je vous dis ce que je fais. Je vous dis pas que c'est bien ce que je fais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des mecs qui font la vidange début d'hivernage et qui remettent l'huile propre que après? Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Ça, c'est un coup à oublier que t'as pas mis d'huile et tu démarres sans huile et ça va moins bien marcher. Évidemment, pour mon cas, j'ai le cardan aussi, donc quitte à faire l'huile de vidange, enfin l'huile moteur, autant faire l'huile du cardan en même temps. Et puis comme il y a la fourche qui fuit un petit peu, faut que je fasse les joints spi, l'huile de fourche, enfin tout quoi en fait. Après tous les conseils pour l'hivernage, on va passer à la sortie d'hivernage. Et là, pour la sortie d'hivernage, la première étape, la plus simple, c'est le nettoyage des véhicules. Personnellement, à chaque fois que j'ai mis mes véhicules sous bâche pour l'hivernage, ils sont ressortis plus sales qu'au début d'hivernage. Donc comme je suis un peu feignant, je le fais à la sortie d'hivernage. Ensuite, on a une checklist plutôt exhaustive de tout ce qu'il va falloir vérifier avant de monter sur son véhicule et de prendre la route, un peu comme un avion avant le décollage finalement. Et c'est pas déconnant parce que vu le niveau de sécurité que tu as sur une moto, et tu me diras, le niveau de sécurité que tu as sur une 4L, c'est pas mieux non plus, c'est quand même sympa de vérifier tous les organes de sécurité. On va contrôler tout ce qu'on peut visuellement dans un premier temps. On va commencer par les pneus puisqu'on les a surgonflés au début d'hivernage, donc on va les remettre à la bonne pression. On profite de ce moment-là pour faire un petit tour de roue et regarder s'il n'y a pas des hernies qui se sont formées ou si le pneu est usé à certains endroits qu'il ne faudrait pas qu'il soit usé. Ensuite, on va attaquer l'état des freins. Alors sur une moto, c'est plutôt accessible, le disque et les plaquettes sont très visibles. L'idée, c'est de voir s'il y a suffisamment de garniture sur les plaquettes, l'état des disques, s'ils ne sont pas fondus, s'ils ne sont pas abîmés, de contrôler aussi ton liquide de frein, de regarder la couleur et surtout s'il en reste suffisamment. Une couleur trop terne signifie qu'il faut te changer. Et puis évidemment, il faut contrôler si tes plaquettes sont pas imbibées d'huile, parce que l'huile de fourche, ça peut couler sur les plaquettes à l'avant. Une fois que tu as contrôlé tout l'aspect rotatif, on va passer sur les manettes, la commande d'embrayage et la commande de frein, voir si ça réagit bien. Sur ce type de véhicule, une moto, c'est assez simple. Sur une voiture, le principe reste le même. Tu en profites pour vérifier que l'embrayage fonctionne bien, la poignée de frein fonctionne bien aussi, si besoin de les graisser à ce moment-là. Et puis comme on est sur le guidon, autant profiter sur l'accélérateur. L'objectif, c'est de voir si quand tu accélères et tu tournes la poignée ou quand tu appuies avec la pédale, le câble d'embrayage se tend bien et se détend bien aussi rapidement. Ensuite, on attaque les niveaux d'huile pour voir s'ils sont corrects. Et si il y a des vidanges à faire, en profiter pour faire la vidange avant de rouler, c'est quand même plus intelligent. Pareil, sur les filtres, il y en a certains qui nous disent moi je change pas les filtres à chaque fois, je les change une fois toutes les 2 vidanges. Fais ce que tu veux, un filtre à huile c'est 10 € au point où t'en es, autant le changer. Au moment de ta vidange, profites-en pour changer ton filtre à essence. Ça t'évitera bien des emmerdes, surtout si tu as des véhicules à carburateur. Sur certaines motos, c'est un cardan, comme la mienne, donc on en profite pour faire éventuellement la vidange du cardan en même temps. Si c'est une moto à chaîne, là c'est très important de vérifier la tension de chaîne, enfin l'état de la chaîne, la tension et puis le niveau de graissage de la chaîne. Si c'est un véhicule ancien comme le mien et que la courroie est accessible visuellement, profites-en pour faire un petit tour de courroie, voir dans quel état elle est et s'il faut la changer. Ça t'évitera bien des mésaventures sur la période estivale. Autant démonter les bougies, les protéger, mettre des chiffons dans les trous en début d'hivernage, ça me semble un peu excessif. Autant contrôler l'état des bougies juste avant la sortie, ça peut valoir le coup. Prendre peut-être une petite photo de l'état des bougies et puis les recontrôler après la première sortie pour être sûr que l'état soit correct. Au point où on en est, autant démonter le filtre à air également et regarder dans l'état dans lequel il est. Mettre un petit coup de soufflette éventuellement si t'en as un sous la main. L'idée là c'est plus de le dépoussiérer que de l'enlever l'humidité, mais au moins tu repars avec un filtre à air nettoyé.
Contrôler le robinet d'essence, surtout sur des bécanes comme ça, où justement tu as un robinet qui est mécanique, manuel, qui te permet de faire la réserve et le PRI. Donc le PRI, c'est le fait que le carburant coule directement en direct dans les carburateurs et pour le remplir. Ce qui peut valoir le coup également, au moment où tu redémarres, c'est de le mettre en position PRI, que ça coule un petit peu, que tu remplisses les cuves des carburateurs, et ça t'évitera de tirer trop sur la batterie. En parlant de batterie, c'est le moment idéal pour sortir ta batterie de son endroit de stockage, donc soit la charge lente, soit la charge intelligente, vérifier le voltage avant de démarrer, et puis de l'installer directement dans ton véhicule. Surtout que la plupart du temps, les problèmes de redémarrage en sortie d'hivernage, c'est à 90% du temps à cause de la batterie. Donc clairement, il faut s'occuper de la batterie. Une fois que la batterie est branchée, on en profite pour faire un contrôle visuel de tout l'éclairage du véhicule. Les clignotants, le freinage, l'éclairage. Basique. Et un conseil qui me semble le plus pertinent quand tu roules avec des vieilleries, c'est que le premier jour où tu le sors d'hivernage, tu fais pas un road trip de 300 km, tu fais plutôt un tour de quartier ou un tour des villages environnants avec une trousse à outils sous la main, et puis tu contrôles tranquillement ton embrayage, ton freinage, ton câble d'accélérateur, et puis si tout fonctionne bien. On a fait le tour de la checklist que j'avais notée. Si jamais il y a des bonnes pratiques que je n'ai pas données et que toi tu fais, je t'en prie, la section commentaire est là pour ça. Si tu as apprécié le contenu, je te laisse mettre un petit pouce bleu et aussi un commentaire en me disant « Ah cool, merci, au moins ça me fait une bonne base de travail pour repartir ». Je vais attaquer la préparation de ces deux véhicules pour la sortie d'hivernage, puisque il fait bientôt beau. En Normandie, bientôt ça veut dire pas longtemps. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!